Bonjour à tous, Ulrich Gignesson, fondateur d'Eat Fat to Be Fit, la première communauté du régime cétogène depuis 2013. Et je suis très heureux de vous recevoir tous, mon invité et puis les gens qui vont bien vouloir regarder cette vidéo pour cette toute nouvelle série qui s'appelle Keto sans rendez-vous. Donc Keto sans rendez-vous, l'idée c'est de faire des vidéos un petit peu plus courtes de ce que nous avons fait précédemment, avec uniquement des invités qui sont des professionnels de la santé, médecins ou chercheurs. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir notre premier invité donc, de cette nouvelle série Keto sans rendez-vous, le docteur Albert Danon. Bonjour docteur. Bonjour Ulrich. Alors, je tiens vraiment à vous remercier d'avoir accepté notre invitation parce que pour l'anecdote, cette série de Keto sans rendez-vous vous est dédiée parce que si vous n'aviez pas été là, elle n'aurait jamais existé. Je vous ai invité il y a 2 ans pour participer à un portrait keto. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire pour différentes raisons. Et puis au moment où vous me dites ah finalement je suis prêt à parler avec vous, ben, j'arrête les portraits keto. Donc l'idée commence à germer. Qu'est-ce que je peux faire pour que vous puissiez vous exprimer? Et finalement, je fais naître avec Nelly cette nouvelle série Keto sans rendez-vous. Donc c'est grâce à vous. Merci docteur Albert Danon. Merci à vous et je suis très heureux aussi d'être là et d'interagir avec vous et avec vos followers. Merci beaucoup. Alors, le régime cétogène est relativement connu pour la perte de poids, un petit peu moins pour le diabète de type 2, mais c'est vrai qu'on ne sait pas qu'il y a énormément d'autres applications de l'utilisation de la cétose nutritionnelle. Vous en êtes un expert dans votre domaine. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas encore? Bien sûr, écoutez, je suis psychiatre au départ généraliste. J'exerce depuis près de 40 ans maintenant, une longue expérience avec une activité hospitalière en clinique pendant près de 30 ans et avec un très grand intérêt pour la psychosomatique que j'ai pratiqué et même enseigné dans le cadre d'un diplôme universitaire à Toulouse, euh, avec une quête de l'unité soma-psyché. Voilà, ça a été un petit peu le fil conducteur d'un long parcours pendant 25 ans, je dirais. Mhm. Jusqu'à ce que je m'intéresse euh, à une approche différente qui est l'option métabolique. Alors, c'est intéressant parce que c'est à partir de ce moment-là que moi j'ai connu votre nom, votre étude de 2022. Mais pour rembobiner un petit peu, quel a été un petit peu le déclencheur de votre intérêt sur l'approche métabolique pour la psychiatrie? Alors, écoutez, c'est bien simple. Ça a été un événement, je dirais, fortuit, puisque un jeune, un jeune adolescent proche de ma famille, enfin, qui se trouvait à Toulouse alors qu'il vivait à Hong Kong, était, était chez moi et j'avais une discussion avec son père qui m'expliquait que malgré c'était un adolescent qui avait des problèmes d'autisme et d'épilepsie généralisée, résistante à énormément de traitements, qui a erré pendant plusieurs années de neurologue en neurologue et qui était sous médication, qui était polymédicamenté, Mhm. mais malheureusement sans effet. Euh, L'année d'après, je l'ai revu. Entre-temps, son père s'était intéressé à cette approche métabolique, au régime, à la diète cétogène, qu'il avait appliquée à son fils. Et j'ai eu la surprise de voir un jeune homme, un adolescent, qui avait cessé de convulser et avait diminué ses traitements anticomyciaux, ne prenait presque plus grand, ne prenait que plus grand chose, et dont les comportements autistiques s'étaient aussi beaucoup améliorés. Mhm. Donc j'ai été perplexe et je me suis dit, c'est quand même. Quand son père m'en avait parlé l'année précédente, j'étais un petit peu sceptique, un peu dubitatif, me disant comment est-ce qu'on peut arriver à ça. La force a été de constater que ça marchait et que j'étais devant quelque chose qui méritait réflexion et approfondissement. Je me le suis appliqué à moi-même parce que j'avais des problèmes inflammatoires articulaires. Ça a marché.
ça m'a soulagé. J'en suis venu à proposer à des patients que je suivais en ambulatoire, puis à former devant l'intérêt et l'engouement que ça a suscité, à former des groupes de soutien dans mon cabinet. C'était juste avant la période du Covid, et puis ça s'est arrêté à ce moment-là. Mhm. Mais le point de départ a été la rencontre avec ce jeune enfant épileptique et autiste. C'est intéressant parce que c'est presque un événement de hasard de la vie. Vous n'avez rien eu dans votre formation, vous n'avez pas eu d'informations médicales scientifiques qui aura pu vous pousser dans cette voie. En fait, c'est le hasard d'une rencontre qui vous permet de dire peut-être qu'au niveau métabolique, on peut faire quelque chose avec certains résultats. Absolument. Vous savez, la science est faite de hasard, hein. Mm. Et enfin, en ce qui me concerne, ça a été un événement déclencheur. Mm. Alors, c'est vrai que c'est une porte d'entrée qui finalement est classique, dans le Mhm. sens où l'épilepsie a toujours été, Mm. si je puis dire, la voie d'accès à l'application de ces mesures thérapeutiques nutritionnelles à beaucoup de pathologies. Et Oui, c'est alors, on a extrapolé à partir de l'épilepsie. oui, c'est intéressant. Mais je rappelle souvent que la première étude scientifique sur le régime cétogène, c'est 1920 et le diabète de type 2. Mais juste Ouais. derrière, on a l'équipe de Mayo, 1921, l'épilepsie en particulier chez les enfants. C'est à partir de là qu'on commence à avoir beaucoup de science. Et alors, pour tout ce qui est aspect psychiatrie, les soviétiques avaient beaucoup d'avance. On a des cliniques en Union soviétique qui étaient plutôt orientées sur le jeune, mais ils avaient déjà compris que l'acétose impactait en particulier la schizophrénie. Les premiers travaux remontent aux années 60. Et les Occidentaux n'ont pas été vraiment été au courant parce que les Russes, d'ailleurs souvent comme les Français, publient dans leur langue et les travaux ne sont pas traduits. Du coup, le monde entier ne le sait pas. Mais ça existait déjà avec des cliniques orientées sur le jeune et en particulier sur la schizophrénie. Et on a eu une nouvelle génération de psychiatres, en particulier depuis 8-9 ans, moi que j'ai vu arriver, parce que ça fait plus de 12 ans que je suis en régime cétogène, je les ai vus arriver il y a 8-9 ans avec l'idée de qu'est-ce qu'on peut faire de ce régime cétogène pour la psychiatrie au sens large, mais vraiment très très large, quelles sont les applications. Et là, on voit arriver de plus en plus de nouvelles études, des études de cas, puis après on commence à faire des petits groupes, puis on voit ce qui se passe. Et vous, c'est ce que vous avez fait en 2022 avec Georgia, Eric, vous avez publié votre papier, c'est là que j'ai vu votre nom. Et j'ai vu en plus Toulouse, fait, mais comment se fait-il que je ne connaisse pas cette personne qui participe à une étude sur la psychiatrie et le régime cétogène? C'est là que votre point de départ, finalement, avec quelque chose de sérieux, votre publication, elle met en avant des effets extrêmement importants de l'application du régime cétogène dans différentes pathologies. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cette étude? D'abord, peut-être de sa genèse avant l'idée de publier, comment vous avez collecté des données, et puis après, une rencontre et la publication de ce papier. Oui, écoutez, comme je vous l'ai expliqué, j'ai commencé à l'appliquer au cabinet. J'ai mesuré l'intérêt et l'engouement, enfin l'engouement, le bénéfice que ça a apporté au niveau des patients. Je me suis dit, ça serait intéressant de en faire bénéficier les patients que j'hospitalise, c'est-à-dire des patients qui sont concernés par des pathologies très, très sérieuses, que ce soit la schizophrénie, des troubles bipolaires, des dépressions résistantes, que je connaissais depuis de très nombreuses années, que je suivais depuis longtemps et qui faisaient l'objet de rechutes avec des réhospitalisations itératives. Et je me suis dit peut-être que ça vaut la peine. Je me suis bien sûr heurté à une levée de bouclier au niveau de l'institution de la part de, comment dire, de la diététicienne, de beaucoup de médecins, de leur scepticisme, ou bien de leur hostilité, ou de leur, on m'a pris pour quelqu'un qui, voilà, qui prenait beaucoup de risques et qui ne savait pas vraiment ce qu'il faisait, etc. Bref, donc j'ai eu quand même le soutien de la direction, après que j'ai pu argumenter sur la base des éléments scientifiques dont on disposait à l'époque, qui m'a donné le feu vert, et je me suis organisé. Ça a été une étude, je dois dire, un peu artisanale, Mhm. dans le sens où je ne l'ai pas faite pour la publier, je l'ai faite dans mon coin, dans mon bureau, mais avec une structuration assez enfin, organisée, assez,
pour m'entourer de preuves qui me permettaient d'objectiver les résultats. Les preuves étaient représentées par une évaluation clinique quotidienne, par des échelles d'évaluation psychométrique, que ce soit pour la dépression, la Hamilton, la MADRS, la CGI, ou bien pour la psychose schizophrénique, la PANS, la PANS. Troisièmement, par des mesures métaboliques régulières, vérifier un petit peu comment évoluer à J0, à J30 et à la fin de l'étude les paramètres biologiques. De même que la surveillance de la tension artérielle, du poids et de toutes ces choses qui… Voilà. Donc, j'ai pu enrôler en un an 31 patients qui étaient sous mon suivi au sein de la clinique. Alors, quand je dis artisanal, c'est vraiment le cas parce que mon bureau était devenu une épicerie, dans le sens où, avant l'admission, je distribue à mes patients une liste d'encas, de macronutriments, c'est des amandes, du chocolat 85%, de l'huile de coco, de l'huile d'olive, des boîtes de sardines, des choses comme ça, avec laquelle ils se présentaient à l'admission, que je stockais dans mon bureau et qui était censé prévenir la tentation d'aller se restaurer au distributeur de chocolat ou de Mars ou de choses comme ça, si jamais ils avaient faim. Donc, l'évaluation était quotidienne et au terme de l'évaluation, je leur remettais chaque jour les encas pour la journée. Voilà en gros un peu le schéma de l'étude. Il bénéficiait bien sûr des activités habituelles de la clinique, à savoir la présence de psychologues, la présence d'une activité physique. Et il faut ajouter à cela que c'était des patients que j'avais tous, oui, à 90%, c'était des patients que j'avais eu, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'occasion d'hospitaliser déjà dans l'établissement ou dans un établissement similaire et dont je connaissais parfaitement la réponse et à l'hospitalisation et au traitement qu'ils avaient reçu antérieurement. Et que donc, la seule variable, la seule différence cette fois-ci, était l'application du régime cétogène. Voilà pour le schéma et pour la structuration de l'étude. Ça, tout ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'il faut être courageux pour entreprendre ce genre d'études. Les études nutritionnelles, les approches nutritionnelles sont très difficiles à mettre en place. Déjà convaincre les gens. Comment ça s'est passé avec justement la diététicienne? Parce qu'il a fallu faire des repas aux gens ou leur expliquer comment manger, ce qu'il fallait sortir de l'alimentation. Comment ça s'est passé avec vos collègues à ce niveau-là? Écoutez, comme je vous l'ai dit, ça a été un petit peu tendu. Ça a été tendu, carrément tendu. Mais comme j'ai pu avoir le soutien de la direction, les choses se sont mises en place. On a sorti la plupart, enfin les hydrates de carbone majoritairement. On les a remplacés par… alors, j'ai utilisé comme base la page 7 du protocole de Eric Westman comme base de nutrition, voilà, hein, pour les plateaux repas qui étaient fournis par l'établissement, plus les encas dont je vous parlais. Donc les choses se sont mises en place. En tout cas, alors comme ça a été dit dans l'étude, c'est une étude semi-contrôlée dans la mesure où je les voyais 6 jours sur 7, mais le 7e jour, c'est-à-dire le dimanche, les patients étaient en permission, c'est-à-dire que je n'avais pas de visu sur ce qui se passait à la maison, etc. Je ne pouvais me fier, me fier qu'à eux, en sachant qu'il y avait une relation de confiance au vu de l'antériorité de nos relations, et que cette relation de confiance leur permettait de me dire oui, j'ai dévié, j'ai pris ça, j'ai pas pris ça. Et donc, il y avait ça.
il y avait un carnet de bord nutritionnel que les patients tenaient journalièrement et qu'ils me présentaient chaque jour. Et puis, bien sûr, l'observation des infirmiers, Mmh. qui me permettait un petit peu de vérifier l'observance. Mmh. Voilà, qui a été je dois dire, bonne pour 13 patients sur 28, qui a été excellente sur 13 patients sur 28, qui a été bonne sur 11 patients et passable sur Mmh. 4 ou 5 patients. Mmh. Et c'est toute la difficulté des interventions nutritionnelles, en fait, c'est contrôler. C'est-à-dire, on a un premier problème, c'est dans toutes les études, dont pour toutes les applications, l'adhésion au régime cétogène. C'est-à-dire qu'il faut que les patients adhèrent à cette approche nutritionnelle, il faut qu'ils trouvent ça bon, qu'ils n'aient pas envie d'en sortir. C'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est de vérifier que les gens fassent bien ce qu'on leur demande, c'est-à-dire au niveau des macronutriments, qu'il n'y ait pas de glucides cachés qui soient absorbés, qui fassent sortir de cétose, etc. Donc, ça voudrait dire un environnement totalement contrôlé, des plateaux repas contrôlés quand ils sont déposés, et puis contrôlés quand ils sont repris pour voir si la personne a tout mangé, etc. etc. C'est coûteux, c'est compliqué à mettre en place, c'est contraignant. Donc, Oui. on a tout un tas de niveaux de qualité d'études, mais pour aller rechercher la qualité optimale d'une étude, c'est complexe. Non, non, c'est clair, mais comment dire, bon, il y avait aussi la mesure comment dire, des bandelettes, des corps cétoniques par bandette urinaire, qui n'a pas été systématique, mais qui a été faite au moins une fois durant le séjour, qui a été positive sur 18 patients sur les 28, puisqu'il y a 3 qui n'ont pas intégré l'étude, ce qui est pas mal. En tout cas, ça représente un énorme différentiel par rapport aux habitudes, au profil nutritionnel habituel de ces patients, qui sont, Mmh. je le rappelle, des patients schizophrènes, des patients bipolaires ou des dépressions chroniques ou récurrentes, c'est-à-dire des patients qui sont soit très désorganisés, soit très démunis socialement, soit très en difficulté pour assumer un quotidien de base en Mmh. général. Ouais, j'ai Donc, interviewé le professeur Lilamant, donc dans un portrait keto. Peut-être justement, d'ailleurs, je vais l'interviewer de nouveau dans un keto sur rendez-vous. Professeur Lilamant, qui est gérontologue et qui a mis en place la première étude en France sur l'usage du régime cétogène contre Alzheimer. Et il expliquait la même problématique, c'est-à-dire quand on approche un patient touché d'Alzheimer avec déjà des difficultés à s'organiser, le critère numéro un d'inclusion dans l'étude, c'était qu'un proche de la famille puisse être là pour prendre en charge la personne, organiser les repas, faire les courses, etc. Et donc, c'est aussi une problématique pour toutes les maladies comme la schizophrénie ou la dépression chronique qui nécessitent de pouvoir oui, s'appuyer sur quelqu'un. c'est clair, Mmh. c'est clair. Voilà. C'est évident. Alors, oui, oui, vous avez tout à fait raison. Là, aujourd'hui, bon, ben, j'en parlerai tout à l'heure Mmh. s'il est question d'évoquer des projets. C'est clair que bon, là, ça se passait dans le cadre d'une hospitalisation. C'était un cadre idéal. Il y avait enfin, idéal dans le sens de l'encadrement, du soutien et de la formation et de la supplémentation alimentaire et de l'évaluation clinique quotidienne, ce qui était quand même énorme avec la distribution des encas. Mmh. C'était, comment dire? C'était des conditions bonnes, on va dire, pour ce Mmh. profil de patient. Heu, voilà, après pour la suite de l'étude, ça a été un hasard là aussi. Mmh Parce mh. que moi, comme je n'avais pas fait cette étude pour qu'elle soit publiée. Mais alors, voilà, double hasard puisque le père de l'adolescent dont je parlais tout à l'heure s'est retrouvé aux États-Unis à un congrès où il a évoqué, auprès de Chris Palmer, je crois, et de Georgia Head, le fait qu'un proche, un psychiatre français à Toulouse, avait fait cette démarche. Et ça a piqué de curiosité, je dois dire, de manière très vive, enfin, les personnes qui ont eu vent de cette affaire et qui m'ont. Et j'ai été contacté par Georgia Head, qui a voulu savoir ce que je faisais, qui m'a un petit peu sondé, qui a un petit peu évalué les datas dont je disposais, qui a mesuré que c'était, comment dire, univoque et inédit. Mmh. Univoque dans le sens ça n'avait jamais été fait, enfin univoque, inédit, je dirais plutôt. Et
et qui m'a dit, écoutez, ça mériterait d'être publié, il faut y réfléchir. Je dis, écoutez, moi, j'ai pas fait ça pour une publication. L'idée a fait son chemin, et puis j'ai dit, OK, on y va. Puis ça a pris ça a été un long travail à distance, bien sûr, mais très intéressant, et qu'on a mis beaucoup de temps à élaborer, parce qu'il y avait beaucoup de données. Mais voilà, l'étude a été publiée en 2022 et a eu un retentissement aux États-Unis. J'ai cru comprendre que ça avait été dans la revue Frontières et Psychiatrie, une des études, enfin une des publications qui avait reçu le plus important nombre de visites à l'époque. Bah, elle est très importante. Moi, quand je l'ai vue, j'ai immédiatement compris que c'était une grosse avancée parce que avoir des données, c'est bien, mais le reste du monde n'est pas au courant. Là, ça a été correctement structuré et surtout avec des conclusions et des résultats exceptionnels. C'est-à-dire que si vos résultats étaient le fruit d'une nouvelle molécule par un laboratoire pharmaceutique, immédiatement, vous avez votre autorisation de mise sur le marché, c'est remboursé par la Sécu. Alors, Les résultats sont remarquables, en fait. oui et non, parce que je vous le répète, c'est une étude artisanale. Tout à Il n'y a fait. pas, il y a pas eu de, comment dire, de double bind, enfin c'était pas randomisé, c'était pas, euh, euh, sauf que, si je puis dire, comme je connaissais les patients qui avaient déjà fait l'objet d'hospitalisation antérieure dans les mêmes conditions, avec les mêmes traitements, le même environnement, et que la seule variable était l'introduction de la diète cétogène, Mmh. on peut dire que ces patients étaient leur propre groupe de contrôle, d'une Mmh. certaine façon. Mais je ne suis pas un grand défenseur des études randomisées en double aveugle qui, pour moi, ont été conceptualisées par l'industrie pharmaceutique pour essayer de mettre en évidence un petit avantage pour leur molécule. À un moment donné, nous sommes face à des pathologies. Je vais donner un exemple précis. Si je suis dans le régime cétogène, c'est à cause du glioblastome de ma mère qui l'a tué fin 2010. Oui. Aujourd'hui, avec toute la littérature scientifique que j'ai à ma disposition, je trouve totalement anormal que le régime cétogène ne soit pas systématiquement proposé à tout malade du glioblastome. C'est une hérésie. C'est 4500 morts par an en France, pour donner une idée. Oui. Et quand vous êtes touché par un glioblastome, ce que les gens ne savent pas, c'est que tous les soins qui vous sont proposés sont des soins palliatifs. Négatif, Que oui. ça soit une chirurgie, une chimiothérapie ou une radiothérapie, c'est éventuellement pour vous donner 1, 2, 3 ou 4 mois de survie supplémentaire. Ce n'est pas pour inverser. J'ai moi-même interviewé quelqu'un qui s'est formé au régime cétogène à la Céto Academy, une femme suisse touchée par un glioblastome. Je l'ai interviewée, elle ne s'autorisait pas encore à dire qu'elle était guérie. Elle m'a envoyé un email il y a encore pas très longtemps. Elle est officiellement en rémission de son glioblastome. Incroyable. Formidable. Pareil, Christophe Cancard, j'en parle souvent, un Français expatrié à Chicago aux États-Unis. 2013, on lui diagnostique un glioblastome. On est en 2025, il est toujours parmi nous, malgré le fait qu'on lui avait donné en 2013 quelques mois de survie. Incroyable. Après avoir épuisé toute la filière thérapeutique standard, chimiothérapie, chirurgie, radiothérapie. Donc là, pour moi, on n'a plus besoin de groupe témoin. Non, vous avez raison, mais alors moi je mesure encore aujourd'hui que le principal obstacle à ce traitement, à cette mesure thérapeutique, c'est le médical, c'est le corps médical lui-même qui Bien n'est sûr. pas au courant, on a tous comment dire, des paradigmes qui sont totalement ancrés mais erronés concernant les variables qu'il faut appliquer, les recommandations sanitaires, etc. On le sait tous, hein. Ne mangez pas du gras, enfin, qu'est-ce que vous allez faire avec tout ce gras, etc. etc. Bon, ça fait partie des obstacles qui sont aujourd'hui surtout médicaux, je dirais. Oui, oui, ce sont des dogmes qui sont littéralement faux. C'est des montagnes qui vraiment rendent aveugles devant nos problématiques. Je vais donner un exemple précis. Moi, je suis un gros lecteur de littérature scientifique. Les études sur le régime cétogène, je les ai quasiment toutes. Toutes les semaines, alors vraiment sans exception, j'ai des études qui nous disent, voilà, alors le régime cétogène a été utilisé pour tel cas de cancer, par exemple d'un rein. Tout est parfait. Rémission des patients, la glycémie, la CRP, enfin, tout va très très bien, mais on se rend compte que le profil lipidique s'est dégradé et qu'on a peut-être augmenté le risque cardiovasculaire.
Tout simplement en partant d'un dogme faux qui nous indique qu'un niveau de LDL plus élevé augmente le risque cardiovasculaire. En partant de ça, ils mettent en doute les bienfaits du régime cétogène. C'est un vrai problème, ça. Donc, par exemple, le cholestérol est un frein. Les graisses saturées sont un autre frein. Et il va falloir retirer ça parce que la littérature scientifique, elle est déjà publiée. 80% des événements cardiovasculaires dans le monde sont faits avec des gens qui ont un cholestérol dans la norme. Donc, si avoir un cholestérol dans la norme protégeait contre les événements cardiovasculaires, ça sera exactement l'inverse. Voilà. Oui. C'est une hérésie, tout ça. Et ça empêche les gens d'avoir accès à l'opportunité de vraiment parfois guérir parce qu'il y a tout un tas de pathologies où les traitements sont inefficaces, ne marchent pas, et le régime cétogène fonctionne. Absolument. Absolument. Vous avez raison. Enfin, je crois savoir que bon, maintenant les cardiologues ont fait marche arrière, qu'il y a des recommandations aux États-Unis qui ont évolué, je crois, concernant le risque cardiovasculaire et que le LDL, eh bien, il est fait de plusieurs choses. Hein. Il y a la partie comment dire, dense, compacte, qui est nocive, et la partie du LDL qui est un peu plus fluffy, comme on dit, spumeuse, hein, qui est au contraire bénéfique. Et il n'y a pas que le LDL, il y a les triglycérides, le HDL, il y a beaucoup d'autres paramètres qui interviennent, bien sûr. Bien sûr, mais le problème, c'est de vouloir maintenir des dogmes qui sont littéralement faux. Et je reviens à des études Virta, par exemple. Virta Health, c'est une entreprise aux États-Unis qui inverse massivement le diabète de type 2 grâce au régime cétogène. Ils publient leur cohorte en permanence et 95%, 98% des marqueurs s'améliorent. Sauf chez certaines personnes, on a 10-15% des personnes où le LDL va monter. Si on regarde cette littérature scientifique publiée avec un œil d'un cardiologue formé récemment, on se dit « Oh là là, le LDL augmente, le risque cardiovasculaire augmente, donc non, pas de régime cétogène pour inverser un diabète de type 2. » Non, Voilà. c'est clair. C'est ce genre de frein qu'il faut retirer. C'est pour ça qu'il En faut tout cas, apprendre à lire la littérature. oui, en tout cas, enfin, on en parlera tout à l'heure s'il faut revenir sur les résultats de l'étude. Justement, on va en parler là. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, sur le plan, alors, s'il faut parler des résultats, il y a d'abord le plan clinique. Hein. Sur les échelles d'évaluation, comme j'ai dit, que ce soit pour les troubles bipolaires, enfin la dépression, parce que c'était des patients dépressifs, bipolaires. J'avais pas de manie, hein, j'avais pas d'état maniaque. J'aurais pas pu l'appliquer si c'était des états maniaques. Donc, pour toutes les dépressions bipolaires, les 13 patients bipolaires, les 12 patients schizophrènes et les 11 et 7 patients dépressifs, les améliorations ont été au rendez-vous dans 100% des cas, que ce soit à la Hamilton, la MADRS ou la PANSS, qui est l'échelle de mesure schizophrénique. 5, au niveau de la CGI, c'est l'évaluation de la gravité de la pathologie. Sur 5 ou 6 patients étaient en rémission complète dans la CGI, sur la CGI. Donc, cliniquement, on a eu des résultats positifs, beaucoup plus marqués sur le plan de ce que moi je pouvais objectivement constater de mon côté au regard des hospitalisations antérieures, mais aussi au regard de ce qu'exprimaient les patients eux-mêmes. J'ai beaucoup plus d'énergie, j'ai les idées beaucoup plus claires, je n'ai plus d'hallucinations, mes voix ont disparu. C'était miraculeux. C'était vraiment quelque chose de très émouvant de constater ces retours-là quand un patient schizophrène qui est en proie à des hallucinations, qui vous dit au bout de 10 jours ou de, je ne sais plus, 15 jours, mes voix ont disparu. C'est bon. Un autre qui était intenable, tellement il était, comment dire, excité, dans un état d'agitation permanente, déstructuré, désorganisé. C'était le patient que tout le monde redoutait d'avoir dans son service. Et bien, de le voir se poser dans sa chambre, être capable de prendre son repas, de venir me voir au rendez-vous sans oublier l'heure, c'était une avancée extraordinaire sur le plan clinique concernant ce patient, par exemple, schizophrène. Voilà, donc pour vous dire Ce que… que vous dites est extraordinaire, il faut le souligner quand même. C'est-à-dire, vous avez 40 ans d'expérience dans le domaine.
Quand est-ce que vous avez vu un impact aussi massif avec une molécule? Alors, ça arrive, ça a pu arriver de voir des réponses, positives. Peut-être pas aussi, marquées sur le plan du regain d'énergie, peut-être pas aussi marquées sur le plan de la capacité à se recentrer et à exprimer ce mieux-être et surtout, 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 sans les effets délétères des Mmh mh. traitements psychotropes. Parce que Mmh. ça, c'est une vraie catastrophe métabolique et Mmh. c'est un véritable problème de santé publique de, constater qu'un patient, sous traitement conventionnel, sous une molécule antipsychotique, et ben, va devenir obèse en quelques années, va prendre 20 kilos en 2 ans, Mmh. qu'un patient bipolaire va voir, son taux de glycémie, heu, monter en flèche, devenir diabétique au bout de très peu de temps, avec comme conséquence de tout ça, je ne parle pas des rechutes, hein, mais comme conséquence de tout ça, une espérance de vie qui est diminuée de 10 ans pour 15 ans pour un patient, schizophrène et de 15 à 20 ans pour un patient bipolaire. Mmh. Ça, c'est une réalité. Alors, moi, je ne suis pas médecin, donc j'ai une liberté de parole totale. Je le dis comme je le pense. Si nous avions les moyens de faire ça, vous prenez 1000 personnes touchées par des troubles psychiatriques au sens large et vous coupez ça en 2, 500 personnes d'un côté, 500 personnes de l'autre. 500 personnes qui suivent leur médication, peu importe les pathologies, peu importe les médications. 500 personnes à qui on donne vraiment les moyens de bien, utiliser le régime cétogène. Formation, apporter des plats préparés, nutritionniste préparé, suivi du régime cétogène. Vous suivez les 2 groupes pendant 10 ans. Personnellement, mon avis, ça bat à plat de couture toute approche médicamenteuse pour des gens qui seraient en santé à tous les niveaux J'en et suis pour au final un prix beaucoup moins j'en cher. j'en suis convaincu. J'en suis persuadé. D'ailleurs, j'en suis persuadé. Je veux dire, aujourd'hui, pour moi, c'est une évidence et je le dis avec beaucoup de conviction. Comment dire? Après, comme vous l'avez dit, au terme, à un moment de longue évolution de ma carrière, avec un recul très important et une expérience solide, je dirais, j'ai aucun doute là-dessus. J'ai aucun Mmh. doute là-dessus. Heu, le problème est d'arriver à structurer, Mmh mh. heu, et de comment dire? Accompagner ces patients, en étant capable de leur fournir le les repas, enfin l'intendance, si je puis dire. Ça existe, hein, ça il y a des je sais que j'ai eu un contact avec, Anna Suter qui est qui gère une entreprise de, nutrition cétogène et qui livre en Angleterre des Mmh. repas pour la semaine, parfaitement équilibrés, parfaitement, voilà. En France, c'est pas le cas. Il y a quelques sites qui fournissent, mais bon, on est loin de ça. Donc ça, c'était pour le plan clinique, au niveau du résultat. Le 2e point était la perte de poids. La perte de poids a été présente chez 27 des 28 patients, Mmh. avec, en moyenne 5 kilos de perte de poids, dans comment dire? Au niveau moyenne, avec des écarts types de, entre 5 et 30 kilos, Mmh. hein. Il y a des patients qui sont arrivés et qui pesaient 100 pas près de 140 kilos et qui ont pu perdre une trentaine de kilos sur, plusieurs semaines, hein, c'est parmi les hospitalisations les plus prolongées. Donc en moyenne 5 kilos, ce qui représente ce qui est très, très significatif, ça représentait, comment dire? Plus de 5 enfin, dans la plupart des cas, plus de 5 du poids corporel et ce qui est absolument, incroyable Mmh. quand il s'agit de patients hospitalisés, surmédicamentés et qui ont accès, en général, dans une hospitalisation traditionnelle, à toute la nourriture qu'ils peuvent vouloir. On ne voit jamais ce type de patient maigrir. Mmh. Donc cet élément, en soi seul constitue quelque chose de, significatif et qui, reflète, l'intérêt
et l'impact bénéfique de cette mesure. Vous voyez, c'est un élément qui est à considérer comme un reflet significatif du reste, si je peux dire, ça éclaire le reste. Mais vous savez, moi, j'ai vraiment à cœur de rendre simple et de vulgariser des choses, parfois très complexes. Beaucoup de scientifiques vont vraiment, passer un temps considérable à aller expliquer dans le détail comment ça fonctionne et cetera, et c'est très bien parce que pour la compréhension globale, pour faire avancer la science, c'est essentiel. Monsieur, madame, tout le monde n'en a pas besoin. Monsieur, madame, tout le monde a besoin de comprendre une chose, pour moi, très simple. Le régime cétogène n'est pas un régime thérapeutique. Le régime cétogène, la cétonutritionnelle, est un état normal chez l'être humain. Et c'est de ne plus l'être qui est anormal. Aujourd'hui, nous avons une alimentation qui nous fait sortir de cette cétonutritionnelle. Mademoiselle Cooper au Royaume-Uni avait publié une superbe étude là-dessus, en prenant des gens qui sont en régime cétogène depuis des années, et donc avec des paramètres métaboliques parfaits, tout poids, tension, CRP et tout. Et puis, on leur redonne une alimentation occidentale riche en glucides, 55%, etc. Tout se dégrade. C'est-à-dire que comme les animaux dans la nature ont tous un régime alimentaire adapté pour eux, nous, on s'imagine que le régime alimentaire normal pour l'être humain, c'est 55% de glucides. Eh bien non, quand on les retire, quand on descend la quantité de glucides, qu'on rentre dans cette eau nutritionnelle, on intervient sur quantité de pathologies qui vont du diabète de type 2 à Alzheimer, à Parkinson, à la dépression, à la schizophrénie, la perte de poids ou la performance, parce que c'est juste le régime alimentaire normal pour l'être humain. C'est ma vision des choses, mais la science, elle ne fait que confirmer ça. Et donc, les gens disent: «Ah oui, j'ai commencé un régime cétogène parce que j'avais des problèmes de concentration ou des migraines ophtalmiques, et puis j'ai perdu 20 kilos». Ah oui, les 20 kilos, en fait, c'est une sorte de bonus, les gens ne les cherchaient même pas. Et on s'aperçoit que quand on passe sur un régime cétogène correctement formulé, je reprends la célèbre citation de Finet et Volek là-dessus, parce que les micronutriments, pour moi, sont importants, et ben, il y a tout un tas de pathologies qui disparaissent. Et aujourd'hui, la science n'a pas expliqué tous les phénomènes. Vous parliez tout à l'heure de la recherche scientifique sur le régime cétogène et l'épilepsie. 1921. Mais ça fait plus d'un siècle qu'on cherche très finement pourquoi la cétonutritionnelle, pourquoi le régime cétogène réduit ou supprime les crises d'épilepsie. Alors, on a eu beaucoup de théories qui ont été lancées, modulation du microbiote intestinal, du coup, modulation des neurotransmetteurs, dopamine, sérotonine, etc. Et une toute récente étude nous montre que finalement, ça serait presque à classer de nouveau comme les maladies auto-immunes, avec une immunomodulation entre les Treg, TH17, presque comme une maladie, comme une sclérose en plaques ou une thyroïdite d'Hashimoto. Ça fait un siècle qu'on cherche ces explications fines. Vous avez le professeur Rovin en France qui est pionnier sur le régime cétogène contre l'épilepsie. Il a équipé 25 centres en France, en particulier pour l'épilepsie chez l'enfant. Il est pionnier là-dessus. Mais on voit que le terrain de recherche est encore là. Mais quand on fait juste l'effort de dire: «Oh, je vais changer ma nutrition, je vais manger beaucoup moins de glucides, plus de lipides, je vais faire attention à mes micronutriments», on s'aperçoit que les pathologies, elles disparaissent tout simplement parce qu'elles sont intrinsèquement liées à notre augmentation de consommation de glucides et l'impact qui va avec. Tout à l'heure, vous parliez du syndrome bipolaire. J'ai vu encore une étude la semaine dernière qui parlait du lien entre diabète de type 2, hyperglycémie et syndrome bipolaire. Donc, on voit que quand on retrouve une glycémie normale, on réduit le risque des syndromes bipolaires. Oui, oui, non, tout à fait. D'ailleurs, bon, comment dire, les patients qui ont des problèmes d'insulinorésistance ou de diabète et qui sont bipolaires voient leur évolution extrêmement grevée avec des résistances au lithium, avec l'instauration de cycles rapides et des rechutes extrêmement fréquentes. Ça, c'est une chose. Après, vous parliez on voit une pathologie disparaître. C'est vrai. Je parlais tout à l'heure de la psychosomatique et j'évoquais ma quête de l'unité somato-psychique. Eh bien, je crois que je l'ai retrouvée par un autre, en faisant ce détour du métabolique, parce qu'aujourd'hui, quand je l'applique et que je vois mon patient dépressif s'améliorer, je vois en même temps son psoriasis disparaître. Voilà. Je vois en même temps son eczéma s'atténuer. Je vois, et alors pour revenir à l'étude, parmi les patients que j'ai suivis, il y en avait 7 qui prenaient des médicaments non psychotropes, des médicaments somatiques.
et j'ai pu arrêter des insulines, arrêter beaucoup de traitements antidiabétiques chez ces 7 patients. C'était incroyable, c'est des gens qui avaient de l'insuline depuis des années. On a stoppé l'insuline et aujourd'hui encore, 5 ans après, ils sont sans insuline. Mmh. C'est juste, voilà. Donc, pour vous dire que oui, vous avez raison, c'est un nouveau paradigme Mmh. unitaire Mmh. que nous touchons du doigt Mmh. euh, au travers enfin de la nutrition, au travers de l'application de la diète enfin, cétogène, enfin, Mmh. euh, en sachant que c'est pas, ça nécessite quand même pas quand même, ça nécessite, c'est un traitement, c'est une Mmh. mesure thérapeutique, c'est pas un régime. Parce que ça a une action profonde sur le cerveau, Mmh. au niveau des cellules nerveuses, que ça soit par le biais de l'inflammation, par le biais de l'insulinorésistance, par le biais du stress oxydatif, par le biais des neurotransmetteurs, comme vous disiez, ou de la neuroplasticité, etc. Tout ça, ce sont des actions réelles qui permettent d'objectiver, enfin d'expliquer ou d'éclairer les changements et les bénéfices qu'on retire, mais ça nécessite une surveillance parce qu'il faut des réajustements thérapeutiques. Un patient bipolaire, par exemple, peut virer sur un mode maniaque au cours de cette application. Et donc, il est important d'avoir un visu et une évaluation clinique régulière pour éviter ce genre d'incident, surveiller le lithium, surveiller les autres molécules, mais aussi les réévaluer, les déprescrire, les réévaluer à la baisse. C'est un autre des résultats de l'étude Mmh. où 61% des patients de mon étude, enfin des patients que j'ai suivis, sont sortis de la clinique avec moins de médicaments psychotropes et de médicaments tout court que ceux avec lesquels ils étaient rentrés. Ce qui est intéressant aussi, qui est très intéressant. Bah, c'est la vraie rémission, en fait. À partir du moment où on a des gens qui sont traités, ils sont plus ou moins en échec, on leur amène un régime cétogène et à la fin, ils ont plus de médicaments, plus de traitements, c'est la Non, vraie rémission. pas plus de médicaments, moins de médicaments. Oui, mais enfin, l'objectif, c'est plus et Vous avez raison. Il y en a qui arrivent, il y en a qui voilà, arrivent. tout à Bah, fait. aux États-Unis, enfin bon, enfin, comment dire, vous avez le, vous avez le cas de Matt Bazuki, hein, Mmh mh. que vous connaissez, que tout le monde connaît aux États-Unis dans le milieu du cétogène, qui est l'exemple même de garçon bipolaire qui a erré jusqu'à se clochardiser pendant des années, jusqu'au jour où il a rencontré Chris Palmer qui lui a proposé le régime cétogène. Et aujourd'hui, voilà, il est sans traitement pratiquement. Et c'est quelqu'un qui est devenu avocat et qui a une action dans le domaine remarquable. Voilà. Pour moi, c'est vraiment l'objectif, peu importe la pathologie, que ça soit un cancer, une maladie auto-immune ou une schizophrénie ou pour moi, c'est l'objectif. C'est retrouver une parfaite fonction métabolique grâce à une approche métabolique pour s'affranchir des médicaments. C'est la même chose, il y a pas de différence, hein. On parlait tout à l'heure de glycémie, de lien avec ce syndrome bipolaire. Je rappelle juste les travaux du docteur Kraft. En population générale, on a 95 des gens en Occident qui ont un problème avec une énorme production d'insuline. Ça masque des diabètes 15 ou 20 ans avant que les diabètes arrivent. Bien Et sûr. donc, le régime cétogène divise par 10 la production d'insuline. Cette insuline, juste en tant que telle, sans parler d'hyperglycémie ou de problème glycémique, l'insuline en tant que telle, c'est une molécule importante et être soumis à littéralement ce bain d'insuline en permanence pendant des décennies, ça engendre des dommages. Le cœur du problème qui vient l'alimenter, c'est notre hyperconsommation de glucides. Tant que les gens verront pas, enfin, quand je dis les gens, c'est les professionnels de santé, ne verront pas littéralement l'éléphant comme milieu de la pièce, qui s'appelle glucides, Mhm. eh bien, ça sera compliqué. Et donc, c'est grâce à vos travaux, grâce à vos réussites, grâce à vos publications, les publications sont extrêmement importantes, pour faire changer les choses, on n'a pas le choix, en fait. Il faut les produire. Oui. Bon, écoutez, le travail que j'ai effectué avec l'aide de Georgia Head est un travail qui était on va dire probablement le premier dans le cadre de suivi de patients hospitalisés.
il n'était pas scientifiquement, comment dire, inattaquable, hein. Mmh mh. Il avait le mérite d'avoir été fait, de montrer que c'était faisable, que c'était bien toléré et que les résultats étaient au rendez-vous. Et à partir de là, j'ai eu beaucoup de contacts avec des universitaires et des médecins hospitaliers qui m'ont remercié parce que ça leur a ouvert le chemin, ça a ouvert la voie à des études qui sont actuellement en cours ou très avancées, qui sont des études robustes sur le plan de la preuve scientifique, sur le plan de, et qui vont certainement faire avancer les choses sérieusement. Mmh. Mais c'est très important, c'est essentiel et c'est pour tous les domaines comme ça. J'ai humblement publié le témoignage d'un de mes amis. Malheureusement dans la vie, il a eu, un enfant, touché par un problème cardiaque extrêmement grave avec de multiples opérations dès la naissance et cetera. Pour sauver son enfant, il a repris les études et il devient cardiologue pédiatrique pour son enfant en partant de zéro. Il n'était pas Ouais. médecin. Mmh. Et il est en train de faire des recherches et il les publie d'ailleurs. Il travaille entre les États-Unis et l'Autriche. Il habite en Pologne pour publier des études de l'usage du régime cétogène dans des cas de chirurgie cardiaque pédiatrique extrêmement rares. On est dans quelque chose de très pointu. Et on voit que la publication elle est extrêmement importante parce que dans ce cadre-là, tous les cardiologues ont peur. On Mmh. n'intervient pas sur le petit cœur d'un enfant en train de grandir comme ça. Quoi. On ne vient pas avec un régime cétogène. Tiens, on va faire ça, voir ce qui se passe. Ça marche pas comme ça. Donc les études sont importantes parce Mmh. qu'elles rassurent tout le monde. Elles permettent aussi d'établir des protocoles. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on standardise comme régime cétogène pour le syndrome bipolaire. Il y a peut-être des arbitrages un peu différents à faire. Il faut de la recherche. C'est pour ça que votre travail de pionnier est extrêmement important et c'est pour ça que je voulais impérativement vous faire parler. Ben, écoutez, merci Louis. Je suis ravi d'avoir cet échange avec vous Mmh. j'espère que voilà, ça permettra un petit peu de faire avancer les choses, de faire connaître un peu plus le sujet et ses applications en psychiatrie qui sont. Alors, mes projets, enfin, justement, vous avez effleuré la question tout à l'heure. Mmh. Euh, Mes projets, aujourd'hui, je me suis aperçu, à l'occasion de quoi? À l'occasion d'une rupture d'approvisionnement de certains médicaments. Mmh. On a eu en France une crise qui est encore actuelle, hein, où on s'est vu privé de molécules psychotropes très, 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 très couramment utilisées, que ce soit la quétiapine, la sertraline, la venlafaxine et encore récemment le lithium, figurez-vous. Il y a des patients qui ne trouvaient plus de lithium dans les Mmh. pharmacies. Mmh. Imaginez le désespoir, imaginez la panique Mmh. des patients, mais celle des psychiatres aussi, hein. Mmh. Parce que quand mon patient me dit docteur, j'ai plus ma quétiapine 300, ma quétiapine 400 ou 600, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas. Eh bien, vous paniquez aussi, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas confortable, vous cherchez, vous bricolez, vous arrivez à remplacer, vous vous rendez compte que c'est tant mieux, et vous vous rendez compte aussi que c'est tant mieux parce que, eh ben, on arrive à s'en passer, mais que la quétiapine a fait prendre beaucoup de kilos, a provoqué un diabète, et donc c'est tant mieux. Et c'est tant mieux parce que vous réalisez que aujourd'hui, pour avoir un rendez-vous en cabinet psychiatrique à Toulouse et en France en général, c'est presque mission impossible. Je ne parle pas de la pédopsychiatrie, Mmh. c'est un miracle, hein. Pourquoi? Parce que je pense que nos cabinets sont encombrés par des patients chroniques que nous ne faisons que recevoir pour renouveler la même ordonnance tous les mois ou tous les 2 mois. Mmh. C'est une réalité et c'est donc pour ça que je me suis à l'occasion de cette rupture d'approvisionnement médical, que j'ai pris conscience que les patients étaient que les psychiatres étaient devenus aussi chroniques que leurs patients Mmh. et que si on ne bouge pas, les choses ne bougeront pas. Et qu'aujourd'hui, fort de ces expériences, eh ben, je me fais un devoir de proposer à tous mes patients, que je connais depuis longue date et eh ben, de switcher, de passer en kétogène. Mmh. Et en l'espace de 3 mois, je sais pas, j'en suis à 40, une quarantaine, une cinquantaine de patients qui ont switché.
à qui je propose votre livre de tous les jours. Je l'ai sur mon bureau, mais ça, je vous l'ai dit, mais depuis des années. Ouais. Je l'avais sans savoir que c'était vous. Merci. Incroyable. Non, non, franchement, je l'avais sans savoir que c'était vous. Donc, vous êtes vraiment un familier pour moi. Mais sans le savoir, dont j'ignorais la proximité, si je puis dire. Mm. Et voilà, donc ça fait partie des recommandations avec le livre de George Eliot que je propose aussi, avec toute une liste de nutriments que je propose, etc., etc. Alors, ça marche pas toujours parce que c'est difficile. Beaucoup de patients me disent non, docteur, je peux pas renoncer au pain ou je peux pas renoncer à aller au Mm. restaurant. Enfin, des arguments qui j'espère pourront être relevés avec le temps, mais qui arrivent quand même à recevoir le message et à changer. Alors, sincèrement, moi, je voudrais participer à améliorer ça parce que je trouve ça trop bête d'échouer à cause de ce genre de problème. On a vraiment besoin, et là, je lance un appel, on a vraiment besoin à que les gens collaborent ensemble à leur niveau. Par exemple, j'ai été invité à l'Académie de médecine par le professeur Perlmutter pour m'exprimer sur le régime cétogène. Euh, L'invité numéro 1 de cette conférence, c'était un grand cuisinier français, Monsieur Rollinger, 3 étoiles Michelin, son fils qui vient d'avoir ses 3 étoiles Michelin. Et on avait des professeurs de médecine, des nutritionnistes et des cuisiniers. Mais en fait, il faut vraiment que ces mondes-là collaborent. Et y compris, moi, je pense qu'il faut intégrer aussi les producteurs de nourriture. Quand on a quelqu'un qui ne cuisine pas, qui est obèse, qui n'a aucune activité physique, qui fait une chose, c'est aller au supermarché, prendre des plats surgelés, les mettre dans un micro-ondes. On part de zéro. Cette personne-là, un livre, c'est très bien. On est très fiers de nos livres. Mais je pense que ce n'est pas encore suffisant pour déclencher la chose. Et il faut que des nutritionnistes se forment. Il faut que des ateliers cuisine se fassent. Et il est impératif que le régime cétogène soit présenté sans frustration. J'ai toujours dit que l'échec en régime cétogène, c'était la frustration. La fin. Donc, la personne, il faut lui demander ce qu'elle aime manger. Voilà. Et on a la possibilité de les faire en cétogène. C'est-à-dire, on a la capacité de proposer un régime cétogène gourmand que la personne vraiment prend plaisir à consommer sans la moindre frustration, même si ça évolue avec le temps après. Et là, on réussit un régime cétogène. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à créer. Vous êtes un psychiatre, vous êtes un professionnel de la médecine, il faut que des diététiciens rentrent en contact avec vous. Et pourquoi pas des cuisiniers, faire des ateliers cuisine. Il y a des choses à faire très simples et peu coûteuses pour faire réussir le régime cétogène. Écoutez, c'est un vœu que je forme aussi parce que je pense que c'est une nécessité, qu'il faut un accompagnement. La science a fait ses preuves, le médical est là, il faut que l'intendance suive. Vous avez raison. Oui. Et c'est vraiment l'objet de ces kétos sans rendez-vous. J'ai formé plusieurs centaines de médecins et professionnels de la santé au régime cétogène avec la Céto Académie depuis 10 ans. Là, l'idée, c'est vraiment de leur donner la parole pour que les gens puissent se connaître. Il faut que des diététiciennes qui restent un peu dans leur coin soient au courant qu'il y a des cancérologues qui proposent le régime cétogène, des psychiatres comme vous, des gens qui sont spécialisés dans la médecine du sport. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses, mais les gens sont isolés aujourd'hui. Et on n'arrive pas à avoir un impact majeur. Je pense au docteur Geyer, par exemple, j'ai interviewé, qui, au bout de quasiment 40 ans de pratique aussi, est heureux de voir des gens qui sont en rémission de leur diabète de type 2. Au lieu de leur prescrire des pilules pour faire descendre leur glycémie, il leur explique le régime cétogène, les gens n'ont plus besoin de leur traitement. Et là, il a la vraie satisfaction du médecin. S'ils le font, c'est très facile. S'ils le font, c'est gagné d'avance. Le tout, c'est qu'ils le fassent. Mais on a besoin vous avez besoin d'autres personnes sur lesquelles vous reposez pour déléguer des tâches qui ne sont pas dans le cœur de votre activité. Non, mais il faut s'unir. Il faut s'unir, c'est que comme ça que ça marche. C'est rigolo parce que quand je fais la première consultation de mise en place du keto, ça se termine par la consultation de votre livre. Et je montre ça, c'est du saumon, mais c'est pas de la purée, c'est de la purée de céleri. Ça, vous pouvez manger un magret avec pas des frites, des champignons. Vous pouvez manger une omelette aux champignons avec du fromage et voilà, je montre les images et elles sont gourmandes, c'est vrai. Mais bon, je peux pas être à la cuisine, quoi. Non, mais une diététicienne, je vais en interviewer plusieurs parce qu'il y en a plusieurs en France. Il y a trop de gens aujourd'hui qui me disent oui, mais moi je fais du cétogène, il ne faut pas que ça se sache. Il faut vous bouger, il faut vous montrer, il faut expliquer publiquement les choses parce qu'on a tous besoin de vous.
Les gens, ils ont besoin de professionnels de la santé bienveillants sur le régime cétogène. Et ils ont besoin aussi de cuisiniers pour apprendre à cuisiner quand ils ne le savent pas, même des choses simples. On peut juxtaposer les choses. Il y a des gens qui font toute une montagne du régime cétogène. On peut très bien juste cuire. Cuire une viande, cuire un poisson, cuire des légumes, juxtaposer. C'est simple et on peut avoir des effets rapides. C'est ça aussi le gros avantage du régime cétogène, c'est qu'on a des effets en quelques jours, quelques semaines, ce qui entretient la motivation pour continuer. Ça, c'est important. Absolument. D'ailleurs, dans l'étude, je veux dire, l'observance à la sortie d'hospitalisation a été bonne chez 46% des patients, moyenne chez 20-25 et 5 ont arrêté. 5 ou 10% ont arrêté et quelques-uns ont été perdus de vue. Mais bon, pour dire qu'il y a une observance de 46% après l'hospitalisation pendant quelques mois, parce qu'ils avaient ressenti ce mieux-être et il y a une trace. C'est une expérience qui laisse une trace et ça change les habitudes. Quoi qu'il en soit, même s'ils abandonnent, ils ont gardé des réflexes. On a gardé l'idée de dire le sucre, eh ben, il faut, je veux dire, c'est un problème, c'est néfaste, c'est un poison, c'est bon, voilà. Ça, c'est chez les enfants aussi. Hein, la question du sucre se pose de manière drastique parce que on sait tous combien les gâteaux, les bonbons, les confiseries sont. Et comment. Alors, j'ai un cas comme ça d'un petit garçon de 8 ans qui était obèse et qui souffrait d'un TADA, un TDAH. Oui, hein, trop de déficit, ouais. un trouble d'hyperactivité avec déficit attentionnel Oui. à qui sa maman était tellement désespérée de ne pas trouver d'accès, parce que là aussi, je te parlais tout à l'heure du miracle de pouvoir avoir un rendez-vous en pédopsychiatrie en France, que devant sa détresse, j'ai dit, bah, écoutez, je me retrousse les manches, je mets les mains dans le cambouis et on y va. Donc, on y est allé, sa maman a vu le petit garçon, je l'ai suivi semaine après semaine, on a mis en place ça. Le garçon a complètement changé de comportement. L'encadrement scolaire n'en revenait pas. Il était calme, il était, comment dire, posé, plus d'insolence, il a perdu 8 kilos. Pour un garçon de 45 kilos à l'époque, c'était pas mal. Hein. Voilà, hein, pour vous dire que des fois, il faut y aller. Hein, il faut pas hésiter. Il faut, comment dire, le chemin se fait en marchant. Tout à fait. Et surtout, ça, j'alerte tous les professionnels de la santé qui vont nous lire, qui vont nous écouter. On a de plus en plus de science. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne vois pas un domaine d'intervention où il n'y a pas au moins une étude scientifique qui ait été publiée. Si on reste sur la psychiatrie, bien sûr, dépression, syndrome bipolaire, schizophrénie, c'est documenté, mais on a aussi les troubles obsessionnels compulsifs, on a les troubles de déficit de l'attention, tout ça, c'est documenté. Donc, le régime cétogène, moi, je ne le vois pas comme un régime miracle ou un régime thérapeutique. Pour moi, c'est un régime naturel, humain. Je comprends qu'en tant que professionnel de santé, vous le voyez comme quelque chose qui doit être organisé, vérifié. Et c'est normal, parce que quand il y a des traitements en place, il faut les ajuster, il faut vérifier tout ça. C'est normal. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est totalement... Enfin, moi, je trouve ça un peu dommage aujourd'hui d'avoir des enfants qui sont accusés de troubles de déficit de l'attention, etc. On leur donne des médicaments. La Ritaline aux États-Unis, ils donnent ça comme des bonbons, alors qu'à la base, on a juste un problème alimentaire. Et j'arrête pas de le répéter dans tous les portraits keto. Je l'ai dit, j'ai dit, si vous avez une chose à faire pour votre enfant, ne serait-ce que le petit déjeuner, virez tous les sucres, les céréales, etc. le matin, donnez-leur un morceau de poisson, un morceau de saumon ou un morceau de viande, des œufs, ou un gâteau cétogène, si vous voulez, qui partent avec des protéines, des lipides et peu de glucides, vous allez déjà voir votre enfant changer sur la moitié de la journée, avec juste ça. Voilà. Oui, absolument. Absolument. C'est dommage de se passer d'une solution aussi simple. Oui, oui, non, clairement. Clairement. J'espère que les choses vont changer et que votre témoignage participera à les faire changer. Justement, une question qui me vient, est-ce que vous avez eu déjà des contacts avec d'éventuels collègues en France, directement d'autres psychiatres ou dans d'autres domaines, qui auraient eu une vision bienveillante sur votre approche métabolique, qui est aujourd'hui une exception encore? Alors, en France, non. En France, non, j'ai pas eu de contact avec des collègues. Il y en a, je sais qu'il y a un neurologue et un psychiatre qui exercent en Andorre
Oui, qui les font docteurs Dufournet, oui. du Fournet, voilà, qui font qui sont dans cette pratique. Je n'ai pas eu de contact et je dois dire que c'est, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le plus souvent, quand un patient diabétique à qui je propose ça, qui revient me disant: «Ouh là là, mon endocrino m'a dit surtout pas, surtout pas», ben, c'est un petit peu désarmant. J'ai beaucoup de contacts au Canada, aux États-Unis, en Angleterre. Oui, j'ai des contacts avec d'ailleurs avec le professeur Cunan, Mhm. voilà, qui vous parlait tout à l'heure, là, et avec enfin, son chef de clinique ou son assistant, le docteur Zemmour, Kevin Zemmour, qui font actuellement sur plusieurs, une étude multi, comment dire, sur plusieurs sites, hein, Brooke, Toronto, Copenhague et deux autres endroits, une étude sur la détection de l'hypométabolisme glucidique chez des jeunes adolescents présentant un premier épisode psychotique aigu. Extrêmement Voilà, intéressant. Mm. absolument. Où on arrive où l'idée est de objectiver l'hypométabolisme glucidique chez ces enfants, chez ces jeunes, euh, vierges de tout traitement, indemnes Mm. enfin, Mhm. naïfs de tout traitement, hein. Mm. Donc, un premier intention, un régime cétogène. Ce serait extraordinaire, ça. Oui. Voilà, comment peut-être prévenir, si vous avez la notion d'un hypométabolisme, par des mesures nutritionnelles ou l'attribution, la prescription de corps cétoniques exogènes, Mm. par exemple, de MCT ou de choses comme ça, Mm. d'améliorer le pronostic. Mm. En amont, en amont de la maladie, c'est une voie très intéressante. C'est extrêmement intéressant. Le vrai problème de fond aussi, c'est le financement de ce genre d'études, parce que quand on a une molécule, qu'on est un laboratoire et qu'on veut prouver que cette molécule fonctionne, il y a des fonds qui sont donnés. Alors que de l'autre côté, l'approche nutritionnelle cétogène, il n'y a pas grand monde. Il y a des fondations, des associations, des fondations qui essayent de financer ça, mais on n'est pas du tout avec les budgets de l'industrie pharmaceutique. C'est pour ça aussi que ce sont des petits groupes, de petites études. Il n'y a pas les financements adéquats pour faire quelque chose d'extrêmement large, quoi. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Eh bien, je vais peut-être vous laisser le mot de la fin, ou quels seraient peut-être vos projets avec l'usage du régime cétogène dans votre approche clinique aujourd'hui. Je vais vous demander aussi si vous acceptez toujours de nouveaux patients, peut-être des gens qui vont nous écouter, qui seraient intéressés d'avoir Alors, votre soutien. oui, alors, écoutez, mes projets, comme je vous l'ai dit, c'est d'essayer de switcher, de Mhm. passer un maximum de ma file active de patients que je connais depuis longtemps, mais qui piétinent un peu, dont l'évolution n'est pas est limitée par rapport au traitement conventionnel, euh, et dont je constate des effets secondaires que je ne supporte plus d'accepter, je ne peux plus accepter de voir des obésités, des diabètes, d'insuline, etc. Je dis, on arrête, il faut qu'on arrête, il faut qu'on voit autre chose. Et mon objectif, c'est d'essayer de passer le maximum de ces. Alors, il y en a une cinquantaine, c'est déjà pas mal sur 3 mois. Est-ce que j'accepte de nouveaux patients? Non, sauf pour ce qui concerne des demandes structurées dans ce domaine. Donc, quelqu'un qui souhaiterait bénéficier de votre soutien d'une approche métabolique pour la psychiatrie. Absolument. Voilà, Génial. je n'accepte plus que des demandes de mesures thérapeutiques nutritionnelles type cétogène dans des pathologies mentales avérées. Très bien. Je pense que beaucoup de gens seront intéressés. Je le sais de sources sûres, parce que dans les membres d'Eat Fat to Be Fit, je sais qu'il y a beaucoup de gens Oui, particuliers. Je connais plusieurs parents qui ont des enfants touchés par la schizophrénie, oui. qui essayent de faire de leur côté quelque chose avec le régime cétogène, mais votre soutien et votre Non, expertise sera certainement voilà, très. voilà, j'ai pris cette option, cette décision Mm. de me consacrer quasi exclusivement qu'à cela. C'est difficile parce que j'ai des patients Mm. que j'accompagne depuis longtemps, je ne peux pas les arrêter ou les abandonner, mais je veux, parce que je vous l'ai dit, je l'applique avec énormément de conviction, avec comment dire, l'expérience et les constats que j'ai pu faire, et la nécessité d'optimiser les choses alors qu'on dispose d'un outil qui réellement
rend ces choses-là possibles. Et Bravo, sincèrement. c'est extrêmement dommage de se passer de ça, et c'est dommage de ne pas considérer cette possibilité. Et voilà, ce que je souhaite maintenant, c'est de ne plus avoir à convaincre Mmh. des patients, c'est que des patients Mmh. convaincus viennent me demander une aide. Ça change tout. Ça change Absolument. tout. On gagne beaucoup de temps et si vous avez des gens convaincus qui viennent vous chercher parce qu'ils sont convaincus par le régime cétogène et ils veulent un soutien d'un professionnel comme vous, là, c'est du gagnant-gagnant. Ça avance très vite, on a des bons résultats. Oui, oui, C'est oui, oui. sincèrement, je souligne votre courage. Vous êtes un pionnier en France sur le domaine. Bravo pour votre engagement parce que vous êtes vraiment tourné vers le patient et surtout sa rémission et pas la gestion des symptômes. Voilà. Non, 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 bien sûr, Mmh. c'est l'unité. Voilà. Et puis, j'en profite pour appeler s'il y a d'autres professionnels, j'en connais beaucoup, mais il y en a beaucoup aussi que je ne connais pas. Si vous êtes en tant que médecin ou chercheur engagé vers une approche métabolique sur le régime cétogène et que vous voulez que je vous donne la parole pour faire connaître votre travail, bah, contactez-nous et ce sera avec plaisir qu'on parlera de vous. On a besoin de tout le monde. On a besoin de cardiologues, on a besoin de diabétologues, on a besoin de neurologues, on a besoin le plus de et puis bien sûr de nutritionnistes, des cuisiniers aussi, pourquoi pas aussi. On a besoin aussi des cuisiniers qui seraient engagés, qui voudraient faire quelque chose, ne serait-ce que des ateliers pour aider des gens qui sont malades à se former au régime cétogène. On a besoin d'unité, on a besoin de collaborer pour être le plus efficace possible. Très bien. Je vous laisse le mot de la fin de notre entretien. Ah, Qu'est-ce que vous écoutez, voudriez dire aux gens qui nous écoutent en conclusion de votre témoignage? non, en conclusion, d'une part, je vous remercie et je suis très heureux d'avoir pu avoir cet échange. J'espère que l'audience aura été au rendez-vous et qu'un écho pourra se faire. Et je renouvelle comment dire, l'importance de considérer en psychiatrie cette option qui est véritablement prometteuse et qui, pour moi, représente une voie d'avenir en psychiatrie, ou la voie d'avenir en psychiatrie, en sachant que depuis 70 ans, depuis de nombreuses décennies, il n'y a eu aucun progrès, aucune invention particulière de fait. Et que là, aujourd'hui, on est dans quelque chose qui fonctionne et qui, c'est pas qu'un régime, on est au cœur de la cellule, on est au cœur de la mitochondrie, on est au cœur de la production énergétique, on est au cœur d'un tas de phénomènes de neurotransmission qui montrent que, enfin, qui éclairent et facilitent l'obtention de ces résultats. Hein, c'est pas juste un régime. Je suis vraiment 100% d'accord avec vous et on a parlé de psychiatrie aujourd'hui. On pourrait dire exactement la même chose sur la cancérologie avec les Clairement. molécules, voilà. Et on en revient juste au bon sens, quoi. Donc, considérez le régime cétogène et vous verrez que dans tous les domaines, tout s'améliore. Voilà. En tout cas, je vous remercie sincèrement pour votre temps, Merci à vous. sincèrement pour votre travail et votre courage de vous tourner vers l'approche métabolique qui est pour moi qui est vraiment le sens de mon combat. Donc, si je peux aider, c'est avec grand plaisir que je vous donne Oui, la oui, parole. j'aimerais savoir, enfin, bon, vous me direz un peu par la suite vos projets à vous. Mhm. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, docteur Albert Danan, pour votre temps et votre témoignage. Merci. À bientôt. À bientôt.